Il est l'un des candidats de la gauche, tête de liste du Rassemblement écologiste et citoyen Debout Marseille. Sébastien Barle, né à Nice il y a 46 ans, militant de gauche donc, pour Amnesty International et droit au logement, mais aussi engagé dans la lutte contre l'extrême droite lorsqu'il étudie le droit à Aix-en-Provence. À Paris, à 26 ans, il rejoint les Verts, pour lesquels il est aujourd'hui le candidat de ces élections municipales, mais aussi les altermondialistes. Il ne revient à Marseille que quelques années plus tard, à 34 ans. Pour les municipales de 2014, il s'affiche aux côtés de l'ancien président olympien Pape Diouf. Sébastien Barle est aujourd'hui dans la suite. Bonjour Sébastien Barle. Bonjour Laurie. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous ? Écoutez, fort bien. C'est une campagne qui est éreintante, mais stimulante en même temps. Alors mettez-vous à l'aise, on est ensemble pendant une poignée de minutes, mais pas question pour moi de m'adresser aux candidats ici. Je laisse cela au directeur éditorial de La Provence, Franz-Olivier Gisbert, en deuxième partie d'émission pour l'interview politique. Ce que l'on veut, c'est découvrir et entendre l'homme qui se cache derrière le candidat. Est-ce que vous êtes à l'aise pour ça, pour vous confier ? J'aime moyennement, je vous avouerai, en fait, me confier, mais puis c'est pas un exercice que l'on fait tous les jours, mais on va essayer. Je sais pas, je me lance. Alors écoutez, allons-y. Vous êtes du coup le plus mystérieux, ou peut-être le moins connu des 7. Ma première question, elle sera très large. Sébastien Barle, qui êtes-vous ? Comment vous définissez-vous ? Je suis quelqu'un, en fait, je crois que pour me définir, je suis quelqu'un qui est volontaire. En fait, ce que je suis, je crois vraiment à l'optimisme de la volonté, et donc je suis plutôt un combattant, et je suis quelqu'un, effectivement, d'extrêmement volontaire dans mes combats, dans mes engagements. En tout cas, je suis quelqu'un d'extrêmement engagé, et j'aime aller, me poser des défis et tenter de les réaliser. Alors, vous n'avez pas grandi à Marseille, Sébastien Barle, mais dans les Alpes-Maritimes, à Nice. Comment se passe votre enfance, votre vie de famille ? La vie de famille, j'ai 3 frères, donc on est 4 garçons. Je plains a posteriori ma mère, donc, parce qu'on était 4 garçons assez agités. En fait, j'ai 2 petits frères jumeaux notamment. Et donc, voilà, je plains beaucoup ma mère a posteriori, parce que je trouve qu'on l'a pas beaucoup aidé. Quand on était jeunes, les 4 garçons, on était un petit peu égoïstes, on était sottisiers, on faisait pas mal de bêtises les uns les autres, séparément. Donc voilà, je reconnais beaucoup de mérite à mes parents pour nous avoir permis de faire des études et éduqués dans des bonnes conditions, malgré le fait qu'on n'était pas toujours très reconnaissants. Alors vous avez des origines russes de par vos grands-parents. Est-ce que vous étiez proche d'eux ? Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, Guillaume et Manon, je crois ? Oui, eh bien, des choses très différentes. Je suis ému d'ailleurs de les revoir là. C'est 2 grands-parents que j'ai absolument adorés, qui sont partis quand j'étais assez jeune. Mais Manon, en fait, c'est la transmission en fait, c'était la vie incarnée, et l'amour, en fait, c'est la transmission de l'amour. En fait, quand on allait la voir, elle ne souhaitait qu'on lui parle que de nos histoires d'amour, nos histoires de cœur, nos sentiments. On avait même des chéris, en fait, quand on avait rompu, qui continuaient à aller voir ma grand-mère pour leur raconter leurs histoires. Donc c'était une vraie transmetteuse d'amour, une vraie passeuse d'amour et de vie, quoi. C'était la joie de vivre, la gaieté, les chants perpétuels. Donc voilà, j'étais extrêmement attaché à ma grand-mère. Et puis mon grand-père, c'était un avocat, donc un pénaliste, un assez bon avocat qui a eu beaucoup de clients, qui a été bâtonnier donc, à Draguignan. Mais surtout, c'était un amoureux. Moi, il m'a transmis en fait l'amour de la Provence, l'amour de la terre, enfin, l'amour de l'autre également, parce qu'il adorait raconter des histoires provençales. Il adorait les gens. Enfin, on est dans les bistrots et voilà, il adorait blaguer avec les gens simples. Il n'y avait pas du tout de barrière sociale avec lui. Et ça, voilà, il m'a transmis ça, en fait, ce goût du partage et de la curiosité de l'autre et de la différence. Alors vous êtes aujourd'hui à la tête d'une famille recomposée, Sébastien Barle, et nombreuse. Vous avez 5 enfants en tout. Ils ont de 3 à 24 ans. Ouais, belle amplitude. Voilà, on imagine du coup que votre vie familiale est animée. Quel père de famille est-ce que vous êtes pour vos enfants ? Je suis un père, plutôt joueur, voilà, j'aime jouer avec mes enfants. C'est vrai que je continue d'ailleurs à faire des parties de foot avec eux, à faire des balades avec eux, à aller au cinéma avec eux. Et puis, je pense que j'essaie de prendre au mieux mon rôle. Alors, pas pendant la campagne, là, c'est vrai que je suis un petit peu un père absent pendant cette campagne électorale, mais j'essaie d'être au maximum présent et au maximum à l'écoute et dans une éducation plutôt joueuse, plutôt ludique avec mes enfants, en leur passant
le goût de mes passions, en essayant de leur transmettre ce goût-là de certaines de mes passions. Voilà. Des fois, ça ne marche pas. Votre épouse Nouriati est également engagée en politique, je crois. Comment est-ce que vous gérez ces engagements chacun de votre côté et votre vie de famille, justement ? C'est pas tous les jours facile, parce que ce qui est terrible, c'est que des fois, il faut laisser quand même notre vie justement politique en dehors du foyer familial. Mais bon, on y arrive assez bien. Voilà, on a les mêmes engagements dans l'écologie, au cœur de l'écologie. Voilà, et puis on a des engagements qui sont aussi un peu différents dans le monde côté associatif, mais on essaie d'articuler ça au mieux au niveau familial. Du coup, vous leur transmettez ces valeurs, cet engagement à vos enfants. Comment est-ce qu'ils voient leurs parents et est-ce qu'ils adhèrent à ça ou des fois ils en ont marre peut-être ? Non, des fois c'est vrai qu'ils saturent de... Enfin, en fait, on a fait beaucoup de manifestations avec mes enfants aînés, et c'est vrai que parfois ils en avaient un petit peu marre le week-end d'aller à des réunions publiques, le samedi d'aller manifester sur tel ou tel événement. Donc, c'est pas forcément pour eux une partie de plaisir. Même si pour mon aîné, en tout cas Antonin, là qu'on voit sur la photo, il fait Sciences Po à Nanterre et il est passionné par la vie politique, par l'histoire, donc voilà, je pense que je lui ai quand même transmis ce virus-là. Mais j'en suis fier d'ailleurs. Ah oui, donc il y a un héritage. Mais il n'est pas forcément écologiste. Lui, il ne se reconnaît pas écolo, mais en tout cas, il est très engagé et voilà, il aime la politique, il aime les combats et la science politique. Il y a une envie peut-être chez eux plus tard de marcher dans vos pas, alors qui sait ? Peut-être, on verra. Sébastien Barle, quels sont les endroits que vous fréquentez et que vous aimez à Marseille ? À Marseille, ce que j'aime par-dessus tout, en tout cas, moi j'adore randonner, j'adore me balader, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est toute la ceinture verte de Marseille, c'est-à-dire les calanques, aller faire des randonnées dans les calanques, avec mes enfants le plus souvent, la Sainte-Baume quand il faut pousser un petit peu plus loin, le massif de l'Étoile aussi. Et puis en fait, j'ai découvert grâce au sentier de grande randonnée, vous savez, qui fait ce signe de l'infini, qui s'appelle le GR 2013. J'ai découvert aussi des balades urbaines, et en fait, je me régale en découvrant, grâce au guide justement du GR 2013, les richesses de notre patrimoine, pas que naturel, justement, de notre patrimoine sensible à Marseille et notre patrimoine historique marseillais. Donc ça, voilà, c'est pour moi, marcher, me balader, déambuler dans la ville, c'est pour moi absolument, c'est une passion que j'ai. Et je crois qu'on vous croise souvent aussi boulevard Eugène Pierre, dans le 5e arrondissement, pour assouvir votre gourmandise. Une pâtisserie. Ah oui, ça c'est vrai que j'adore. C'est vrai que j'adore aller faire étape. Ça s'appelle Amandine en fait, et c'est pour moi une des meilleures pâtisseries de Marseille. Voilà, il y a une foultitude de petits gâteaux très originaux d'ailleurs, qui n'ont pas vraiment de nom, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et donc c'est vrai que j'adore de temps à autre aller goûter dans cette pâtisserie Amandine, chez Amandine. Et votre autre péché mignon, Sébastien Barle, c'est ça, l'aïoli. Vous confirmez, il n'y a pas que le sucré dans votre vie. Ah non, l'aïoli, c'est vrai que l'aïoli, en fait, ça évoque pour moi, j'adore le plat, l'aïoli, mais c'est pour moi la convivialité, c'est pour moi, quand on est originaire du Var, en fait, et dans le Var, on a un cabanon familial dans lequel on se retrouve, et dans ce cabanon, c'est vrai qu'on faisait très régulièrement l'aïoli autour, donc c'était pour moi les réunions familiales, les cousins qu'on retrouvait, les cousines qu'on retrouvait, pour aller faire ensuite des chasses à l'homme, etc. Enfin, voilà, pour moi, l'aïoli, ça symbolise ça, les retrouvailles. Ça symbolise aussi les vendanges. Quand on était gamin, on faisait les vendanges et au terme des vendanges, on avait l'aïoli qui était fait par un oncle ou mes grands-parents, justement. Donc voilà, c'est un peu ma Madeleine. Et puis il n'y a pas que Marseille dans votre vie aujourd'hui, il y a aussi l'Andalousie, où vous aimez passer vos vacances en famille, c'est ça ? J'y vais rarement, mais c'est vrai que de l'Andalousie, en fait, c'est presque un rapport charnel. En fait, c'est marrant, je me sens bien en Provence et je me sens extrêmement bien également, mais c'est comme c'était ma terre en fait, en Andalousie. Alors je pense notamment à l'Alhambra, à Grenade, à Cordoue, à Séville. Voilà, toute cette partie-là, ces trois villes, pour moi, c'est les trois joyaux en fait que j'adore par-dessus tout. Mais je passe des vacances, sinon sobre. De toute façon, je suis écologiste, je prends rarement l'avion, voire de moins en moins, voire quasiment plus jamais, depuis plus d'une décennie. Et puis je me déplace, j'adore aller dans les Alpes, me balader, je vais à l'île d'Oléron également, et effectivement, quand je peux aller en Espagne, j'aime y aller. Et le Verdon, vous l'avez dit, donc vous pratiquez la randonnée. Verdon, effectivement. Proche de la nature et sportif aussi. Là, je ne reconnais pas d'ailleurs, je ne reconnais pas vraiment où c'est, mais en tout cas, j'adore effectivement le Haut-Verdon, c'est un endroit où je vais depuis que je suis gamin, petit, on a fait tous les sommets autour donc, du lac d'Alos, autour
voilà, tout le Haut-Verdon, je le connais par cœur depuis que je suis petit et j'adore l'été faire des sommets. On a même fait des balades de plusieurs jours en campant il n'y a pas très longtemps avec mes enfants. Donc voilà, ça c'est effectivement, j'adore la montagne, que ce soit été comme hiver. Alors sportif, est-ce que vous êtes plutôt footing en solitaire, du coup dans les calanques, ou match de foot entre collègues? Ah non, je préfère le match de foot avec mes enfants plutôt, enfin avec des copains aussi, mais match de foot plutôt que courir. Je déteste courir en fait. D'accord. Et puis, quand on a grandi à Nice, vous êtes aujourd'hui Marseillais, vous habitez à Marseille. Est-ce que vous êtes supporter de l'OGC Nice ou de l'Olympique de Marseille? Attention, question qui fâche. Supporter de Marseille, bien sûr. J'ai commencé à supporter effectivement l'OGC Nice quand j'étais très très jeune, pré-ado, et puis après Marseille est devenu, c'était l'âge d'or de Marseille en fait. C'était les fins des années 80, et donc je pense qu'en 88-89, à l'époque de Francescoli, j'ai basculé comme supporter de l'OM et on a vécu 93 à Nice avec, on était des milliers de supporters à descendre pour la victoire de l'OM. Je suis venu à Marseille d'ailleurs après, le lendemain, pour fêter la victoire, enfin le retour de la coupe. Et puis après, je venais très souvent au Vélodrome. Enfin, j'ai fait mes études à Marseille aussi, à partir de 96. Donc voilà, très grand supporter de l'OM, très jeune. Vous vous souvenez de votre première fois au Vélodrome ou pas? Et mes enfants sont supporters de l'OM également. La première fois au Vélodrome, c'était l'ancien stade déjà. En fait, la première fois au Vélodrome, c'était pour un concert des Rolling Stones en 89, je crois. Voilà, il y avait eu un orage démentiel. Et en fait, toute la pelouse avait été saccagée parce que les gens levaient les barrières en bois et se faisaient des petites cabanes en attendant le concert des Rolling Stones. Donc ça, c'était ma première venue au Vélodrome. Et puis après, je suis revenu à l'époque de la grande époque de l'OM. Et après, j'allais voir même des matchs en 95, je crois, quand l'OM avait été relégué. J'avais vu un OM Beauvais qui était pas fameux d'ailleurs. Alors vous parlez de musique, ça tombe bien. On va terminer cette partie avec quelques références. Si vous voulez pousser la chansonnette, d'ailleurs, n'hésitez pas. Votre chanteur préféré, c'est Léo Ferré, je crois. Enfin, c'est pas mon chanteur préféré. J'en ai plusieurs. Au niveau de la chanson française, il y a Gainsbourg, il y a Brel, bien sûr, Brassens et Léo Ferré, qui pour moi, effectivement, est un de mes chanteurs préférés. C'est votre côté anarchiste aussi, peut-être? Non. Non. On ne sait jamais. Il y a un film, Pierrot le Fou, de Jean-Luc Godard, avec Jean-Paul Belmondo, Anna Karina. Pourquoi ce film? Ce film, c'est pour moi une ode à la liberté. C'est une sublime odyssée, en fait, amoureuse, en quête d'absolu, et en quête presque d'éternité, quoi. C'est presque rimbaudien comme film. Et je sais pas, il m'a marqué très très jeune. En fait, je l'ai vu à 13 ans et après je l'ai mangé pendant des années. Il fallait que je revoie ce film qui est pour moi absolument sublime comme Odyssée amoureuse, avec plein de références en plus que j'ai découvert avec l'âge, plein de références littéraires notamment. Et vous êtes plutôt cinéma aujourd'hui ou plutôt série télé? Je suis pas du tout série télé. Je suis complètement largué quand je discute avec des copains. Je suis complètement largué parce que je regarde pas du tout de série télé. Mais je suis toujours cinéma quand je peux, quand j'ai le temps. Je vais au cinéma effectivement voir des grands films. Je retourne à la cinémathèque quand je peux également, quand je suis en séjour à Paris, j'essaye d'aller à la cinémathèque. J'ai revu récemment des films de Cassavetes, qui m'ont vraiment marqué. Donc je suis plutôt cinéma encore. Et on termine avec les personnalités peut-être qui vous inspirent, qui vous ont inspiré. On a Vandana Shiva, on a aussi Gandhi. Ouais. Dites-nous pourquoi. D'abord, dans l'ordre, c'était plutôt Gandhi, effectivement. Gandhi, qui m'a marqué parce que c'est un résistant, mais un résistant non violent. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est cette puissance de la non-violence. Avant même que je sois écologiste, j'aimais des figures comme Mandela. Moi, j'ai bataillé. Mes premières manifestations, c'était justement pour la libération de Mandela. Donc, c'est cette espèce de figure de sage qui mène des luttes donc, de désobéissance civile, donc très, très dures, y compris par ascétisme, qui sont des luttes qui touchent à l'homme dans le plus profond de l'homme. Mais ce sont pour moi des héros absolus parce qu'ils arrivent par la non-violence à obtenir le fruit de leur combat, quoi. Et effectivement, j'ai retrouvé la filiation de Gandhi dans la figure de Vandana Shiva qui mène des batailles contre des mastodontes que sont Monsanto, les grands pollueurs en fait, de l'agriculture agrochimique. Et elle mène des batailles donc, pour une autre agriculture, pour une réforme agraire en Inde, avec donc, les paysans indiens. Et cette bataille, elle la transmet de façon très très belle, de façon universelle. Vandana Shiva, que j'ai pu inviter d'ailleurs à Marseille, elle est venue une fois à Marseille. On l'avait invitée, et puis quand je travaillais au Parlement européen, je l'ai rencontrée plusieurs fois. Donc c'est une figure d'une sagesse et d'une simplicité absolue. Donc voilà, j'admire énormément ces personnes. Et j'admire en fait, il y a ces grands héros, mais il y a aussi tous les héros ordinaires en fait, avec lesquels j'ai pu travailler, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte.
Et en fait, j'ai une admiration sans nom pour ces personnes qui dénoncent des grands dysfonctionnements par rapport à l'intérêt général, à la dégradation de l'environnement, qui sont souvent laminés par l'administration publique, par des multinationales, mais qui, malgré tout, mènent ce combat pour cet intérêt général. Et ce combat qui est souvent anonyme, qui est souvent isolé. Je pense à Irène Frachon, qui a mené un superbe combat par rapport au Mediator. Je pense à Snowden, effectivement. Je pense à des figures, après, beaucoup moins connues, comme un Karim Ben Ali, qui a dénoncé à Florence, via un film, en fait, le déversement, en fait, ce qu'on lui faisait faire, c'est-à-dire déverser des produits toxiques à même la terre. Et donc, cette personne a dû quitter son pays, a dû quitter sa famille pour se protéger. Voilà, moi, ces personnes-là que j'ai invitées aussi au MUSEM l'an passé, je les trouve, j'ai l'admiration sans nom pour ces héros ordinaires. Eh bien, on terminera avec eux. Sébastien Barle, merci d'avoir accepté de vous livrer. Je vous laisse maintenant entre les mains expertes de Franz-Olivier Gisbert pour l'interview politique. Au revoir, Sébastien Barle. Au revoir, à bientôt. Sébastien Barle, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez vu cette photo-là? Oui. Qu'est-ce qui vous frappe, là? Je suis très sérieux. Oui, vous ne souriez pas et vous souriez tout le temps. Pourquoi? Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a trouvé la seule photo où vous ne souriez pas. Mais peut-être que c'est un combat sérieux, quand même, Marseille, la bataille de Marseille. Donc, voilà, peut-être. Ah, c'est pour ça? Ouais. D'accord. Je pense que c'est sérieux. Ouais. Là, vous êtes habillé écolo? Je ne sais pas si je suis habillé écolo, mais je suis habillé comme je suis habillé au quotidien. Ouais. Les chaussures vegan? Non, c'est du cuir? Chaussures, je ne sais pas. Peut-être que personne n'est parfait, ouais. Ah bon, c'est du cuir. Je sais pas. Alors, donc c'est du cuir, en fait. Ouais, bon. Et pourquoi, alors la première question qu'on se pose à votre propos, c'est pourquoi vous avez fait Cavalier Seul? Cavalier Seul? Ouais. Non, mais nous, on a fait un rassemblement, en fait, écologiste et citoyen. Pour la première fois, ouais. À Marseille, on a rassemblé l'ensemble de la famille écologiste, c'est-à-dire l'Alliance écolo-indépendant, Urgence Écologie, l'ensemble de toutes les familles écologistes. Et surtout, on a réuni une foultitude de talents, d'énergie de cette ville pour justement bâtir ce que l'on veut, c'est-à-dire mettre en place une force propulsive autour de l'écologie et autour du renouvellement citoyen. Et en fait, on a réussi donc le pari qu'on a fait de faire une liste écolo-citoyenne. C'est pas un pari de cavalier seul, c'est au contraire, c'est une nouvelle force que l'on souhaite créer, enfin, une autre voie. Vous savez bien ce que je veux dire. C'est que, oui, en fait, vous n'avez pas fait alliance avec le printemps marseillais. Non, tout mais parce que vous le feriez. Mais par souci de clarté, en fait, on souhaite vraiment renouveler la vie politique locale. On pense qu'il faut renouveler les pratiques politiques, mais également les visages qui incarnent ces pratiques. Et on voit bien aujourd'hui que le printemps, c'est une alliance en fait de la gauche, de partis de gauche, voilà. Mais donc il y aura le choix en fait entre cette alliance-là et l'alliance des écologistes autour d'un renouvellement beaucoup plus citoyen. Le printemps marseillais, ça reste quand même la liste dont vous êtes le plus proche ou pas? A priori, au niveau du programme, oui, effectivement, c'est la liste de laquelle on est le plus proche. Ouais. Ouais, et on a des divergences sur la question écologique. On conserve des divergences sur la reconversion industrielle, par exemple. Nous, on veut vraiment bâtir un projet au niveau de la métropole. On rêve une autre métropole, une métropole qui réinvente un autre modèle de transition autour de la transition écologique, mais surtout qui en arrête avec la pollution industrielle des vieux sites que l'on a, des sites pétrochimiques, des sites sidérurgiques. On souhaite une vraie reconversion. Et en fait, on a tous les atouts pour ça. On a des pôles de recherche pour reconvertir, par exemple, les sites pétrochimiques en pôles de chimie verte. Donc on a des atouts pour permettre une métamorphose de notre territoire métropolitain et notamment de ces vieux bassins industriels. Vous êtes de gauche? Je suis de gauche, oui, je porte des valeurs de gauche. Après, l'écologie, souvent, c'est un ailleurs, en fait. L'écologie, c'est un ailleurs. Il y a une gauche qui est productiviste. Je vous le dis aujourd'hui, par exemple, le Parti communiste, qui aujourd'hui continue avec le chantage à l'emploi, par exemple, par rapport au déversement des boues rouges, je ne suis pas proche de cette conception productiviste qu'a encore une partie de la gauche. Je suis par contre pour des valeurs de partage, de solidarité, effectivement, qui sont plutôt, d'égalité, qui sont plutôt des valeurs de gauche. Mais c'est quoi de gauche, alors, en gros, parce qu'on ne sait plus très bien, la droite non plus. C'est pour ça que, pour moi, ce clivage est aujourd'hui un petit peu dépassé, parce que le terme de gauche a été galvaudé, a été abîmé par l'exercice du pouvoir de gens qui se réclamaient de la gauche. Et je pense, pour les citoyens, effectivement, aujourd'hui, il faut raisonner plutôt en termes les terriens et les destructeurs. Donc voilà, les pollueurs et ceux qui protègent le bien commun, la chose commune. Donc pour moi, le nouveau clivage, c'est autour de l'écologie. Enfin, ce qu'on appelle la gauche, je vous en veux quand même un peu à Marseille, parce qu'on peut se dire, est-ce que vous n'avez pas fait perdre à la gauche, à cette gauche-là, qu'on a du mal à définir, une occasion de gagner?
de prendre Marseille? Mais je pense qu'on va En gagner la fusant ville. l'Alliance, ouais. Moi, je pense qu'au contraire, aujourd'hui, on crée C'est autour de compliqué notre projet une envie. Quand on voit les premiers sondages, ça va être un peu compliqué. Ah ben non, si on voit les premiers sondages, justement, les sondages montrent bien qu'il y a un rejet, en fait, des héritiers du système, des années Gaudin, des années... et Madame Vassal est très mal... On sent qu'elle est très isolée, en fait. Donc il y a une horde de concurrents qui peuvent s'unir autour d'un projet, autour d'un contrat pour transformer la donne à Marseille et au niveau du territoire métropolitain. Parce que, comme ça, les yeux dans les yeux, vous pensez vraiment que Marseille peut être une ville écologiste? Ah vraiment, et je pense que c'est même Vraiment. la seule chance. Vraiment. Je pense que c'est un nouveau récit positif pour cette ville, Vous qui peut pensez- mobiliser, ouais. qui peut redonner une fierté aux Marseillais, vraiment. Vous ne pensez pas que les Marseillais veulent d'abord des emplois et puis ensuite des parcs pour nous, et jardins? mais pour nous, en fait, le premier projet qu'on met, le projet phare que l'on met pour transformer la cité, c'est justement, on veut mettre en place une cité de la transition écologique autour de nouvelles filières, autour des nouveaux métiers, des métiers de demain. Et on pense justement que le handicap, le fait qu'on ait 100 000 gamins qui sortent sans beaucoup d'études, avec peu diplômés, mais on a 100 000 gamins pleins d'énergie qui aspirent à travailler. Et donc, on a 60 000 emplois qualifiés qui manquent sur le territoire. Donc cette cité qui serait à la fois une cité autour de la formation aux métiers de demain et aux nouvelles filières de la transition écologique, mais également de recherche, mettre des vrais pôles de recherche, on a tous les atouts pour vraiment bâtir un projet de transformation, de métamorphose de notre ville. Et je pense que un nouvel le handicap... Euro-Méditerranée, c'est ça? C'est comme ça que vous le définissez? Ben c'est une cité une cité de l'avenir, des métiers d'avenir, une cité de la transition écologique. Et je pense que Marseille, en tout cas notre métropole, peut être un nouveau phare, effectivement, euro-méditerranéen pour cette transition, pour une ville résiliente, un territoire résilient, un territoire qui protège ses terres agricoles, qui protège le vivant. C'est un territoire qui est extrêmement en prise au bouleversement climatique. On le voit avec la Camargue, on le voit avec la plaine de Crau, la vallée de la Crau notamment, qui est la dernière steppe d'Europe. Mais on est un territoire qui est très bien situé et où il y a énormément d'atouts. On a ces pôles de recherche, on a tout pour, en tout cas, permettre de protéger, de prendre soin de ce territoire qui est aujourd'hui en prise à la crise écologique de façon très très forte. Alors, je continue à me faire l'avocat du diable et puis en posant la question autrement. Hein. Mais est-ce que vous pensez que Marseille, qui est une ville globalement pauvre, vous pensez qu'elle peut vraiment devenir écologiste? Est-ce qu'elle a les moyens? Est-ce qu'elle a les moyens? Mais l'écologie, ce n'est pas réservé aux bobos, c'est pas un problème. C'est d'abord, les premières victimes, ce sont d'abord les pauvres. Les premières victimes de cette course folle des croisiérismes au gigantisme, en fait, des bateaux de croisière de plus en plus gros qui arrivent et qui déversent des pluies de particules fines. Ça apporte de l'argent. Mais ça apporte un petit peu d'argent, mais ça apporte surtout des particules fines pour les personnes pauvres dont vous parliez dans les quartiers nord, qui sont les retombées économiques. Donc plus de croisières, vous voulez arrêter les croisières? Non, moi je ne dis pas j'arrête les croisières, je dis qu'il faut réguler. En fait, nous on est pour une écologie qui prend soin, donc nous on considère qu'il faut développer le tourisme à Marseille, mais qu'il faut développer plutôt un écotourisme, pas un tourisme, pas cette course folle au gigantisme qui abîme la Méditerranée, qui abîme les ports. Et on voit bien que tous les ports méditerranéens, les grands maires, je pense aux maires de Naples, je pense aux maires de Barcelone, ils considèrent qu'il faut arrêter cette course au gigantisme. Mais l'écotourisme, vous voulez dire que tous les gens doivent venir en bicyclette? C'est pas ça, l'écotourisme, c'est on a des atouts, on a le parc des Calanques, on a des spots de plongée phénoménaux dans notre... On a y compris un patrimoine qui est absolument sublime, on a des musées qui sont sublimissimes. Et donc, l'idée, c'est d'accueillir correctement les plongeurs. Aujourd'hui, on les accueille en Algeco, si vous voulez. Donc, ce qu'il faut, c'est développer ça, cette forme d'écotourisme, les balades urbaines également, faire en sorte que les touristes puissent se balader. On avait, je sais que vous étiez mobilisés aussi là-dessus, sur la Corderie, sur des vestiges. Ça pourrait être un site, ça aurait pu être un site touristique d'envergure à Marseille, avec un jardin en aménagement, un jardin des vestiges. Voilà. C'est pour nous ça, ce type de tourisme qu'il faut développer, et pas des croisiéristes qui restent à quai avec une pollution à quai dans leur piscine climatisée. Donc, en résumé, moins de croisières, moins d'avions, moins de trains peut-être aussi, non? En tout cas, ce que l'on veut, c'est une économie beaucoup plus... On est persuadé que notre territoire peut être demain résilient, c'est-à-dire peut développer une économie de la fonctionnalité, donc plutôt fondée sur l'usage, une économie résiliente, c'est-à-dire qui permettent d'autoproduire, de relocaliser. Il faut relocaliser notre économie. Et ça, je pense que les acteurs économiques, ils le comprennent très bien. L'idée que nos marchés, par exemple, il faut rénover nos bâtiments. Excusez-moi, mais par exemple, les restaurants, il y a beaucoup d'activités qui dépendent du tourisme. Qu'est-ce qui va leur arriver, là? Non, mais moi, je suis pour une forme de tourisme. Je pense qu'il faut continuer le tourisme. Je ne dis pas le contraire. Oui, mais si les gens ne peuvent pas venir? Mais si, ils viendront. Ils viendront par des modes. On veut développer les transports collectifs, on veut éviter le tout-voiture dans Marseille. Ils ne peuvent pas venir en tramway, quand même? Non, mais ils viendront en train. Enfin, il y a des trains, il y a ils viendront, il y a des modes de déplacement, effectivement, qui permettent d'arriver à Marseille, quand même. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais surtout, quand vous parliez des restaurateurs, je pense à... Nous, ce que l'on veut développer comme filière, par exemple, c'est préserver nos terres agricoles, faire en sorte qu'on reste un territoire où l'agriculture paysanne existe.
Et par exemple, le fait de nourrir, au terme de la mandature, on dit on va nourrir les 52 000 minots à Marseille qui mangent à la cantine. Et bien, l'idée, c'est qu'ils soient nourris par de la production locale, Potager marseillais. moins de viande, de la production locale, et effectivement un potager marseillais, de l'agriculture urbaine, et puis les terres fertiles qui sont à l'extérieur de Moins de Marseille. viande, ça veut dire quoi? Bon, enfin, Bah, des nous, on est menus pour végétariens. 2 repas végétariens par semaine. Je pense que c'est tout à fait honnête pour commencer sous le temps de la mandature. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être maire de Marseille pour vous? Comment vous voyez votre travail? Être maire de Marseille, en fait, c'est coordonner. C'est un rôle essentiellement c'est déjà redonner un cap à la ville, c'est faire en sorte de mieux gérer cette ville. On voit bien qu'on est aujourd'hui une ville sociologiquement pauvre, mais qui n'est pas pauvre en termes de dotation. Donc on a des moyens, sauf qu'ils sont très mal utilisés. On a des moyens comparables par habitant à ceux de Lyon, à ceux d'autres villes. Donc on est une ville endettée, sociologiquement pauvre, avec effectivement beaucoup des services publics qui sont mal gérés, des équipements dans un état pitoyable, mais on peut faire autrement, on peut gérer autrement. Il y a des économies à générer qui sont des économies phénoménales en matière budgétaire. On sait qu'on peut dégager une centaine de millions d'euros sur les dépenses de fonctionnement qui aujourd'hui sont en cours à Marseille. Donc avec 100 millions d'euros, c'est des dizaines de piscines, d'écoles, vous voyez, c'est des équipements collectifs durables pour l'intérêt de tous. Il faudra quand même passer par la métropole, parce que le pouvoir et l'argent sont à la métropole. Mais justement, on est les seuls, en tant qu'écologistes, on est les seuls à porter un projet métropolitain, une vision métropolitaine autour d'un Green New Deal à l'échelle de la métropole et autour justement des filières de la liaison qu'on peut faire, sortir de cette logique de cloche-merle au niveau de la métropole, où on a le Conseil des maires qui demande X milliers d'euros pour faire son rond-point ou je ne sais pas quel projet d'équipement, mais sans aucune cohérence sur l'ensemble du territoire métropolitain. Nous, ce que l'on veut, c'est avoir une vraie vision métropolitaine porteuse d'avenir pour l'intérêt de tous, l'intérêt collectif. Donc l'égalité. Il y a très peu de chances quand même que vous puissiez prendre la majorité à la métropole. Et pourquoi? Il y a d'autres listes écologistes. Nous, on va faire un meeting justement métropolitain avec toutes les listes écologistes mardi prochain. On réunit toutes les listes écolos. On considère que sur la base de notre projet, on peut avoir une majorité. Je ne dis pas qu'il n'y aura que des écologistes, mais notre projet pourrait être porté par une majorité d'élus métropolitains. Alors, parlez-nous un peu de Marseille maintenant. Comment vous définissez Marseille? Comment vous voyez Marseille? Marseille, pour moi, c'est une ville qui est pleine d'énergie. Il y a un bouillonnement absolument phénoménal. Alors parfois violent, parfois ça déborde, parfois ça crie. Mais en tout cas, il y a plein d'énergie. C'est une ville qui est bouillonnante d'énergie, foisonnante d'énergie et d'initiatives. D'initiatives citoyennes, d'initiatives économiques, d'expérimentation. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est le côté laboratoire de cette ville. Alors c'est une ville qui est mal fichue. Le problème, c'est que... Qui est mal fichue, vous voulez dire? Mal fichue au niveau urbanistique. Vous voyez, c'est une ville qui est mal fichue. Et surtout, ces initiatives, souvent, elles sont étouffées dans l'œuf parce que il y a pas, justement, la puissance publique n'est pas là pour porter, essaimer ces initiatives. Et donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est ça. Moi, le rôle que je vois de la mairie, du nouvel exécutif, c'est permettre à ces initiatives, c'est un rôle de coordinateur, de facilitateur, en fait, pour que ces initiatives voient le jour, puissent éclore, qu'il y ait des rencontres qui se fassent entre différents acteurs. Donc, c'est ça, en fait, le rôle, pour moi, d'un maire. Et je vois cette ville comme bouillonnante, mais en même temps pleine de frustration. Il y a des gens, il y a une résignation qui est phénoménale parce qu'effectivement, cette ville est tellement mal gérée, elle part tellement en déliquescence et le système a fait tellement de mal à la citoyenneté qu'on est une ville qui, malheureusement, est mal en point. Si Marseille était un mot? Si Marseille était un mot, ce serait effervescence. Et si c'était un animal? Un animal, ce serait un tigre, un félin en tout cas. Un félin bigarré. Ouais. Et si c'était une chanson? Moi, la chanson que je trouve sublime à Marseille, mais qui est à la fois nostalgique, et c'est le générique en fait, de Marius et Jeannette. Vous savez, il pleut sur Marseille. Da, 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 da. Et donc, c'est à la fois la douceur de vie de Marseille, mais et puis voilà, ce côté atypique aussi de cette ville singulier. Si vous êtes élu maire, on ne sait jamais, quelle sera votre première mesure? Ma première mesure, ce serait de répondre en fait à l'urgence en matière de mal logement et donc de réquisitionner dans le parc public municipal les logements vacants. Première mesure? Première mesure avec la réduction des dépenses, c'est-à-dire l'exemplarité des élus. C'est-à-dire l'exemplarité, c'est on arrête le parc automobile, les dépenses somptuaires en matière de cérémonie, enfin les frais de fonctionnement que l'on peut réduire d'entrée. Donc donner l'exemple, montrer qu'on répond à l'urgence en matière de mal logement, et puis mettre en place très vite une task force pour les grandes urgences que sont la propreté, la sécurité, la question des écoles, la rénovation des écoles. Ah oui, sécurité, propreté aussi. Rénovation des écoles, ah ben oui, la propreté c'est un vrai sujet en tant qu'écologiste, mais on veut réduire
Et effectivement... la sécurité aussi, visiblement, pour vous. Mais Pour la, vous, sécurité, la écologistes. tranquillité Oui. publique, bien sûr, on est une ville, on veut pacifier notre ville. Et la sécurité, pour nous, c'est vaste. C'est la sécurité industrielle, c'est la sécurité en termes de respect de notre patrimoine naturel. Donc la sécurité incendie, c'est la sécurité des personnes, effectivement, en ville. Je pense aux femmes qui se font agresser sur la Canebière. Je pense, voilà, il faut Il y aura former la police il y aura municipale. une forêt maintenant dans la Canebière. Ça risque d'être encore plus dangereux la nuit. Non, mais ce sera surveillé, ce sera gardienné. Et puis, en fait, je crois qu'à Marseille, le maître mot, c'est le respect. Je pense que Marseille ne respecte pas son espace public, enfin les Marseillais, parce qu'ils ne se sentent pas respectés par leur collectivité. Et donc, il faut que la collectivité soit exemplaire pour demander le Vous ne respect. pensez pas qu'il pourrait y avoir un peu de sanctions aussi de temps en temps? Parce que c'est ça aussi, Mais personne n'est sanctionné. Il faut Attendez. un arsenal large. Oui, Il faut de la prévention, il faut de l'éducation en matière de propreté et autres, mais il faut effectivement à la fin réprimer. Moi, sur les mégots, et je pense que ça passe par tous les acteurs, y compris les commerçants, les tenanciers de bars, qui où, effectivement, on ne fait pas gaffe, on jette les mégots au sol, ça part dans la mer, enfin, c'est scandaleux. Oui. Ça, il faut arrêter avec ça. Et il y a des villes, effectivement, qui, par la sanction, incitent à arrêter ce type de mauvais comportement, d'incivilité. La priorité des priorités? La priorité... L'environnement, vous allez me dire forcément, non? Pour moi, le maître mot, c'est prendre soin de cette ville, prendre soin de ses équipements, prendre soin de ses écoles, prendre soin de ses enfants. On est une ville qui ne pense pas du tout. Je pense que repenser la ville, c'est se mettre à la place de l'enfant. Marseille, aujourd'hui, c'est une cité interdite pour l'enfant. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire ça, de mettre l'enfant au cœur de la politique municipale. Sébastien Barle, merci. Merci à vous. Merci beaucoup.